On a parlé finance, maintenant on va parler formation, on va parler culture, on va parler emploi. Et je vais demander à Michel Fick de tout de suite venir me rejoindre s'il est dans la salle, de manière à ce que l'on tienne le timing pour cette table ronde. Michel est là. Alors je vous demande d'applaudir Michel Fick, qui est le vice-président de l'Université de Lorraine. Il est le leader de cette table. Il a convié des invités qui nous viennent de Paris, mais également qui représentent fièrement la Lorraine. Dans quelques instants, on va vous les présenter, mais on va déjà, si vous voulez, planter le décor de cette ultime table ronde de l'après-midi. Merci beaucoup, Christian. C'est toujours un peu compliqué de terminer cette longue session de conférence. Alors, ce qui est assez éclairant, c'est qu'en fait, le numérique est partout, et tout autour de nous. Et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à la fin de l'âge numérique. Au contraire, on ne fait que démarrer cet âge numérique, parce que nous n'avons pas encore atteint les limites de puissance de calcul. On entend parler d'ordinateurs quantiques, avec des puissances qui vont être démultipliées dans les années à venir. Et des chercheurs de l'Université de Lorraine, je pense en particulier à Stéphane Mangin, travaillent sur des nanomatériaux magnétiques qui devraient faire exploser nos capacités de stockage. Donc vous voyez qu'on n'a pas fini d'entendre parler du numérique autour de nous. Ce qui fait que tous les secteurs de l'économie vont être touchés d'une façon ou d'une autre. Et je citerai simplement quelque chose qui me tient à cœur, c'est le développement territorial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher tout citoyen qui habite au fin fond des Vosges ou à Nancy ou à Metz, de la même façon, pour qu'ils puissent bénéficier de tous les services possibles imaginables. Donc c'est un élément extrêmement important du développement numérique, le côté développement humain dans ce numérique. Cette explosion digitale nécessite que nous nous interrogions sur notre système de formation en général. Comment assurer aux entreprises les bonnes compétences qu'elles vont rechercher? Comment connecter le numérique aux disciplines que ce numérique va toucher? Est-ce qu'il faut former un médecin au numérique ou un numéricien à la santé, par exemple? Comment accompagner au mieux les entrepreneurs pour qu'ils puissent développer leurs activités autour de l'intelligence artificielle? Alors, nous allons essayer de répondre en partie à ces questions grâce à nos invités, en essayant de les convier à participer à trois types de sessions. La première sur la comparaison, la complémentarité entre les formations académiques et non académiques. Et pour ce faire, nous allons donc faire appel à Olivier Festor, qui est professeur des universités, qui dirige Télécom Nancy depuis 6 ans maintenant. Et Olivier, après un passage chez IBM, a rejoint l'INRIA. Et il a un certain nombre de responsabilités dans le domaine du numérique, et travaille en particulier sur la configuration, le monitorage et la sécurité de l'Internet du futur. Également Nicolas Sadirac, qui, après un bachelor à l'Université de Californie de Los Angeles et un master en sciences physiques, après passer en ingénieur réseau, a fondé aux côtés de Xavier Niel l'école 42, dont je pense que chacun a entendu parler, avec une pédagogie adaptée. Et là aussi, je pense que la complémentarité entre les deux formations académiques et non académiques peut être extrêmement intéressante. Deuxième sujet, sur les spécificités de l'intelligence artificielle en termes d'entrepreneuriat et d'accompagnement de start-up, avec une comparaison entre un système extrêmement particulier qui est celui du Technion en Israël et un système très original également en France, qui est Creative Valley. Pour ça, nous allons inviter Muriel Touati, qui dirige le Technion France. Alors, il ne faut pas oublier que le Technion, c'est l'Institut technologique d'Israël, à Haïfa, et qui occupe la 15e place mondiale au classement de Shanghai en computer science. Muriel Touati, sa mission est tout simplement de faciliter, d'établir des collaborations entre le Technion et la France, avec bien évidemment des collaborations bilatérales entre entreprises, start-up et universités. Et Yann Gozlan, qui est le fondateur de Creative Valley, donc est un incubateur de start-up très original, très inspiré de ce qui est open source initiative, avec une approche assez intéressante de co-apprentissage qu'il aura à nous développer tout à l'heure. Enfin, dernier point, sur la demande des entreprises. Comment s'adaptent les entreprises à l'évolution du numérique?
Et là, nous ferons appel à deux personnes plutôt locales, donc ceux qui sont de vrais et purs Lorrains. Donc Fabrice Janter, qui est président depuis 1990 du groupe du Mur Immobilier, qui est président de la CCI Moselle et Métropole, et premier vice-président de la CCI Grand Est, et qui dirige la CPME Moselle depuis 2013. Et pour finir, Martial Piazza, qui est le PDG du groupe Eurodeal, qui est basé à Metz et qui est spécialisé dans le conseil en ressources humaines et l'outplacement, et qui compte 24 agences réparties dans depuis plus de 30 ans en Lorraine, bien évidemment, mais également d'autres régions françaises et au Luxembourg. Voilà. Je vous souhaite une bonne table ronde, sachant que cette table ronde sera ensuite conclue par Pierre Metzenart, président de l'université, qui sera là en tant que grand témoin autour de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci Michel. Un bien plat plateau. Alors, je vais demander à nos invités de venir nous rejoindre. Muriel Toiti, nous le disions il y a quelques instants. Yann Gozlan, Fabrice Janter, Martial Piazza, Nicolas Sadirac et Olivier Festor. Oui, oui. Et comme il y a pas mal de Parisiens, on va essayer de respecter le timing pour ne pas rater les TGV de retour. La gare n'est pas loin. Donc, on va démarrer. Ben voilà, nos Lorrains arrivent peinards, tranquilles. Voilà, ils vont s'installer. Ils n'ont pas le souci du retour. Alors, comme nous l'avons dit, 3 thématiques. Alors, on va aborder d'emblée le problème de la formation académique ou non académique avec 2 invités que vous a présentés il y a quelques instants Michel. Alors, on va peut-être tout de suite se tourner vers Nicolas Sadirac, qui est le cofondateur de l'école 42 et qui en est le directeur général. Avec vous, c'est le non-académique. On y va droit dans le but et puis on se dit que finalement, les formations dispensées par l'université, c'est bien, mais il peut y avoir aussi des démarches complémentaires et qui permettent de franchir d'autres échelons. Bonjour. D'abord, pour une petite précision, je ne suis plus directeur de 42, puisque j'ai décidé de les faire des choses plus larges depuis cet été. Rapidement, moi je ne pense pas qu'il faut y opposer les formations académiques et ce que fait 42 ou ce que font plein d'autres. Je dirais qu'aujourd'hui, le système académique a pour vocation de construire de la connaissance, de la diffuser et plus généralement de faire avancer la science. Je suis issu de ce même processus. À côté de ça, on a aujourd'hui des besoins qui sont de nature différente. Moi, dans mon histoire, en fin de compte, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée où, au démarrage des startups, on s'est retrouvé j'étais dans une école d'ingénieurs, on formait des ingénieurs, et on s'est retrouvé dans une situation finalement où nos étudiants, qui étaient entre guillemets les plus performants du point de vue académique, étaient les moins performants dans les startups, et vice-versa. Parce qu'en fin de compte, on développe un certain nombre de qualités qui ne sont pas forcément celles qu'attendent aujourd'hui une entreprise dans l'innovation. Et dans l'innovation, ce qu'on attend avant tout, justement, c'est d'être innovant, d'être créatif, de sortir finalement de ce qu'on appelle le out of the box, c'est-à-dire sortir de la répétition, de la reproduction du passé. Or, en grande partie dans notre système, notamment le système d'ingénieurs, on va former des gens à des méthodologies passées, à suivre des processus industriels, etc., qui vont les amener à être performants. En fin de compte, ce qu'on attendait d'eux, c'est essentiellement capable de reproduire des produits avec un très haut niveau de qualité et entre guillemets, de prévisibilité, d'être prévisible. Or, c'est exactement le contraire de ce qu'on attend dans notre système. Et donc, on a été petit à petit conduit à se rendre compte qu'on devait changer de ce processus éducatif et qui avait la vocation de viser à former des gens à plus se centrer sur leur capacité de créativité que sur leur partie acquisition de connaissances. Après, ça a commencé comme ça. Après, la deuxième étape, ça a été de se dire, finalement, est-ce que, dans la mesure où on fait quelque chose de très différent, est-ce que finalement, les gens qui ont besoin et qui vont être capables de suivre ces processus sont les mêmes? Et donc, on a essayé, finalement, à travers différentes expériences, pour prendre une expérience qui s'appelle la Web Academy, de prendre des décrocheurs scolaires. C'est-à-dire, finalement, puisqu'ils n'ont pas réussi dans la scolarité de façon classique, puisque la scolarité,
leur a pas convenu, est-ce que finalement, comme on fait quelque chose d'autre, ça ne marcherait pas? Et la première surprise, entre guillemets, on peut l'imaginer que c'est une surprise, c'est de dire que ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient, entre guillemets, non reconnus comme académiquement de bon niveau. Finalement, quand on repart sur un système qui n'est plus basé sur leur capacité d'acquisition et leur capacité, je dirais, disciplinaire, on va voir que ces gens-là vont très bien performer dans un système qui, finalement, a plus de sens pour eux. Mais on est quand même en train de faire, en gros, des formations qui s'adaptent à une problématique. Alors après, si on va beaucoup plus loin, là maintenant je parle de mes convictions, si on se projette très loin et qu'on parle d'IA, on peut imaginer à moyen terme que pratiquement tous les processus humains qui sont basés sur le fait d'avoir de la connaissance et d'en faire des déductions logiques, ou en tout cas des déductions prévisibles, puissent être, en fin de compte, faits par un ordinateur, ou par un robot, enfin on l'appelle comme on veut, une IA. À partir de ce moment-là, ça nous change complètement nos besoins éducatifs. C'est-à-dire que la problématique, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de travailler sur le numérique en termes d'outils de formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec le numérique en termes de produire de la formation, mais assez peu de gens finalement se posent la question de qu'est-ce que le numérique nous impose comme changement dans les objectifs. On travaille beaucoup sur le comment, mais assez peu sur le quoi. À partir de demain, où on peut imaginer finalement qu'un ordinateur sait tout, qu'il a un moyen de communiquer à peu près fluide avec des êtres humains, ça change complètement l'objectif pédagogique de nos systèmes. Ça veut dire qu'on va se recentrer plus vers un système éducatif qui a pour vocation de développer la créativité, l'empathie, la capacité d'intelligence collective, que finalement à stocker énormément de connaissances. Et or, aujourd'hui, notre système est particulièrement assez jeune, il appuie beaucoup sur ses qualités, et en ce faisant, il ne fait pas que du plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui stocke plus il n'est pas juste une meilleure machine à stocker. Ça le déforme aussi dans son sens, dans la façon dont il traite la donnée, dans la façon dont il apprécie. Et donc petit à petit, on a décalé ces formules et on est arrivé à une situation que ce que fait 42 et qu'on va faire maintenant dans un autre projet qu'on appelle 01 de façon plus large. On va arriver dans une situation où on a un process, entre guillemets, éducatif qui finalement repose sur essentiellement l'échange entre êtres humains. C'est-à-dire qu'on va travailler dans un processus qu'on appelle peer-to-peer, où on n'a plus cette transmission de connaissances, on n'a plus ce système finalement de reproduction des connaissances, ou en tout cas des modes de fonctionnement du passé. Donc on a éliminé complètement la notion de professeur. On est dans une école où il n'y a pas de professeur du tout, où finalement la notion de réussite est transférée de l'université à finalement le collectif, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des étudiants qui finalement se repositionnent comme le ferait une faculté dans un système plus classique universitaire. Et donc on a retransformé complètement ce modèle vers un modèle qui est complètement focalisé vers l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'en faisant ça, finalement, on remet... Les gens ont toujours l'impression que quand on est dans un système où on va finalement enlever les professeurs, etc., on est dans un système automatisé. C'est-à-dire que beaucoup de gens confondent ça avec ce qu'on appelle un MOOC, un truc où on a des cours en ligne. C'est tout le contraire. En réalité, il n'y a pas du tout de transmission de connaissances. On dit que la connaissance, c'est un autre sujet qu'ils peuvent aller la chercher justement sur des MOOC ou à travers des cours d'ailleurs à côté. Mais on va remettre au centre les êtres humains et ce qui nous intéresse, c'est leur interaction et leur capacité ensemble à produire quelque chose de nouveau. Olivier Westers, sans vous mettre en frontal, ça dérange de ce que vous venez d'entendre? Ça dérange l'universitaire? Il se pose des questions sur son propre fonctionnement au niveau pédagogique? Ah non, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Il existe des collaborations, je pense à l'Institut Mines Télécom, parce que travailler avec 42 sur des projets communs, ce sont deux approches complémentaires et les écoles d'ingénieurs françaises s'inspirent du modèle 42 aujourd'hui pour changer la façon dont on forme nos élèves. Effectivement, il y a 10 ans, on formait un produit qui était uniforme. Aujourd'hui, à l'Université de Lorraine, Télécom Nancy en particulier, on a des formations qui sont personnalisées pour les élèves et le numérique nous aide énormément dans ce sens. On a différents types d'élèves qui sont formés, des élèves qui poursuivent jusqu'au doctorat parce que l'IA, parce que le sujet étant l'IA, ça a été dit tout à l'heure de façon très juste, l'IA c'est une science, d'abord une science en devenir,
C'est une science qui s'appuie sur des sciences fondamentales fortes. Ça mobilise les mathématiques, la logique, le traitement automatique des langues, la vision. Enfin, il y a énormément de sciences fondamentales qui sont derrière, et nous, on est persuadés que en tant qu'école d'ingénieurs, on peut amener les élèves au plus loin dans leur formation, et idéalement, pour le plus grand nombre d'entre eux, de devenir des experts mondiaux dans un domaine de l'intelligence artificielle, en poursuivant au sein de l'université de Lorraine ou ailleurs dans un doctorat. Donc non, on est sur des processus. C'était un aiguillon quand même. Ça vous a obligé à vous remettre en question. Alors, ça a obligé à nous remettre en question, puis ça a été clairement, l'expérience 42, c'est inspirant aussi pour les élèves. Le public a fortement changé. Moi, ça fait 6 ans que je dirige une école d'ingénieurs. Le public a fortement changé, tout particulièrement dans le numérique, puisque d'abord les technologies changent très rapidement. Un cycle technologique, c'est 3 ans aujourd'hui. Et les aspirations des jeunes sont vers de la personnalisation. J'ai entendu start-up. Aujourd'hui, on a 4 start-up par an qui sortent de l'école. C'était encore impensable il y a une dizaine d'années pour le produit ingénieur. Et là, les modèles 42, mais tout l'écosystème aussi autour, c'est quelque chose de clairement inspirant, et sur lequel, à l'échelle nationale, les formations construisent toutes les formations, j'allais dire. Yann, vous êtes entre les deux, vous allez jouer le médiateur. Là, ce que vous venez d'entendre, effectivement, on est dans la réalité de l'attente, de la création par rapport au développement des startups et du digital. Oui, c'est très marrant en fait. On est vraiment à un moment charnière. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette méthode par projet, qui est au fond de la méthode qu'on avait à Epitech, qu'on a ensuite eu à l'ETNA, à la WAC et à 42, etc. Ça a quelque chose d'assez intéressant parce que ça change les règles du jeu. C'est-à-dire vous partez du produit que vous voulez réaliser et après, hop, vous allez aligner tout le monde derrière. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que les gens vont être à fond. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le truc parce que ça leur plaît et après, ils lancent la boîte parce qu'ils ne veulent pas arrêter. Donc, on inverse complètement la configuration. Nous, Creative Valley, on bosse plus d'une quinzaine d'années maintenant avec Nicolas sur différents dispositifs. Ça a été de se dire, bon, ok, c'est cool d'avoir des codeurs, mais seuls, ils ne vont rien coder d'intéressant. Donc, en fait, il va falloir bosser avec les écoles d'ingénieurs, il va falloir bosser avec les facs de médecine, avec les écoles de design, pour pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Ces jeunes adressent les bons sujets. Puis après, on s'est dit, bon, ces jeunes, on peut aussi faire avec des moins jeunes. Donc, c'est-à-dire aussi l'idée, c'est de se dire que c'est justement dans cette rencontre, dans cette interdisciplinarité, que l'on va créer beaucoup de valeur. Cette valeur, on l'a créée dans des programmes interécoles. On a été labellisé d'ailleurs avec l'Institut Mines Télécom au programme d'investissement d'avenir sur un dispositif qui s'appelle Reboot, qui est une réponse conjointe à Disrupt Campus. Donc, on voit où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que tu as dit est complètement vrai. Il y a un vrai changement de phase, je pense, sur les 5 dernières années. Il y a une vraie prise de conscience qu'il faut construire de l'interdisciplinarité. Et maintenant, je suis très, très souvent consulté pour structurer des clusters universitaires, et dans ces clusters universitaires, on fait ce que nous on a envie de faire il y a 10 ans. Ça veut dire que bing, on est tous ensemble. Tu as une école de design, tu as une école, tu as un hôpital souvent, tu as une école d'ingénieur bien sûr. Là, un exemple, on vient de lancer un diplôme universitaire droit et numérique pour avoir les entrepreneurs dans le numérique qu'on va lancer avec 42 et l'université Paris-Saclay, Paris-Sud. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on aura un ingénieur, on aura un codeur, on aura un juriste, on aura un designer, et tous ces gens-là, on va les faire travailler avec des gens souvent plus âgés qu'eux, qui auront eu des cas d'usage à leur fournir. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être une ONG, ça peut être des gens en France, ça peut être des gens à l'international. Et bing, et cette dynamique de projet, elle devient moteur. Donc je pense, c'est une manière de concevoir l'entreprise ou la start-up qui est en train de changer résolument. Muriel, c'est bien ce qui se passe en France, là. Et vu de l'étranger, dans les liens que vous avez avec Israël, on l'a dit, comment se positionne le système de formation, d'accompagnement à la française, Made in France ?
Oui, ouais, c'est très, très intéressant en effet, parce que moi, étant basé en France, comme vous le savez, misant sur des partenariats bilatéraux entre l'écosystème français et celui du Technion, c'est vrai que je mesure depuis quelques années maintenant l'évolution, oserais-je dire la conscientisation de ce qu'est l'innovation. Alors moi, je retiens des mots qui font résonance évidemment, comme transdisciplinarité, pluridisciplinarité, interdisciplinarité, terrain de jeu. Donner la liberté, voire la liberté psychique pour créer, pour innover, pour être plein d'imagination et développer surtout son leadership en tant qu'humain. Je pense que ça, c'est un peu les made in Technion, justement. Alors, qu'est-ce que c'est le Technion concrètement? Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée ici, vous connaissez l'écosystème israélien. Le Technion est la première université israélienne qui est née 24 ans avant la création officielle de cet État, sous la houlette d'Albert Einstein, se disant qu'allait naître une nouvelle nation et qu'il fallut en construire son infrastructure, son génie civil, sa santé, sa sécurité. Le Technion est né après un tracé de plus de 100 ans, vous l'avez dit, placé dans les meilleurs classements. Alors je ne sais pas si Shanghai est une référence ultime, en tout cas il est vrai qu'en computer science, puisqu'on traite d'intelligence artificielle, nous sommes placés 15e, mais le Technion est un vrai fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, qui a compris en effet qu'il fallut de la recherche fondamentale, sans faire de compromis sur l'excellence de la recherche fondamentale, glisser très rapidement à la recherche applicative pour générer, par le transfert de technologie et de la valorisation, et bien de l'innovation. Très simplement, pourquoi? Parce que petit pays, petit marché, grand écosystème, pas de ressources naturelles, finalement, l'or noir, l'innovation, c'est le pétrole d'Israël. Donc aucun autre choix finalement que d'être un étudiant entrepreneur, un chercheur entrepreneur, ajoutant un facteur important. En Israël, les universités ne sont pas, ou à minima, financées par le public. Tout ce qui est l'opérationnel et les budgets de recherche sont financés par le Technion. Autrement dit, un chercheur dans son laboratoire doit avoir ce leadership pour aller chercher les capitaux là où ils sont, même s'il faut transcender ces frontières. D'où l'importance des partenariats internationaux. Plus on est dans notre diversité, dans le multiculturalisme de la pensée, du raisonnement de l'innovation, mieux on se porte. Et pour revenir au Technion et son écosystème entrepreneurial, donc 18 facultés qui font de l'excellence recherche fondamentale, qui glissent rapidement, sereinement et de façon, je dirais, profondément décomplexée à la recherche applicative, génèrent un écosystème entrepreneurial au sein même d'une même gouvernance qu'est le Technion, 8 incubateurs, un accélérateur qui accompagne les startups ou à scaler, c'est-à-dire faire du scale-up, devenir des licornes. Au passage, il y a plus de licornes en Israël qu'il peut en avoir en France, et ça c'est assez intéressant à examiner. Ou alors faire des exits. Alors on dit la Startup Nation, en effet, une Startup Nation, un pays façonné à l'exit. Je vous donnerai les exemples de Waze, de Mobileye, de la capsule endoscopie avec Given Imaging, de la clé USB. Tout ceci sont des bébés Technion ou des bébés Israël, mais l'argent circule, donc il est réinjecté de toute façon dans l'innovation. L'intérêt avec l'écosystème français et les partenariats que j'ai pu établir, que ce soit avec les grands groupes industriels en matière de recherche et développement ou avec les universités et les écoles d'ingénieurs, c'est justement sur la mobilité de nos étudiants, sur les échanges de connaissances, de la transmission du savoir, mais aussi la transmission d'une autre culture. Il est très intéressant pour les étudiants français, et Nicolas en a parlé tout à l'heure, de venir se frotter à une autre réalité culturelle. Autrement dit, les campus israéliens, et notamment celui du Technion, qui est un véritable terrain de jeu, un terrain de jeu où le chercheur, l'étudiant, le professeur, le praticien, l'entrepreneur, le grand groupe, se mêlent et s'entremêlent ensemble pour travailler, pour miser sur le progrès pour tous, partagé par tous. Et le Technion, et je finirai avec ça, est extrêmement positionné dans l'écosystème français. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, je dois dire, je le disais à l'Institut Mines Télécom
de Nancy tout à l'heure, que j'ai monté un comité de pilotage ici dans la région Grand Est, qui est basé à Strasbourg. Nous travaillons avec l'Université de Strasbourg, mais aussi avec les universités de Lorraine. Je serais très heureuse de me rapprocher de ces universités-là. La région Grand Est étant une région que j'apprécie énormément et où j'ai souhaité, il y a 6 ans maintenant, de développer un comité de pilotage pour justement miser sur ces partenariats stratégiques qui sont, je le répète et je finirai avec ça, concrets et pérennes, parce que des partenariats, c'est très sympathique, mais s'ils ne génèrent rien en termes de concret et d'avancée pour les uns et les autres dans leurs différences, ça ne sert à rien. Olivier, vous vouliez réagir. Alors, vous avez entendu un terrain de jeu du côté d'Israël. Il y a un terrain de jeu du côté de l'Université de Lorraine pour réunir ces penseurs et ces chercheurs. Oui, tout à fait. Je voulais réagir sur 3 points. Un, je connais bien le Ternion, je travaille avec des collègues là-bas dans le domaine de la sécurité réseau. Ils ont d'excellentes équipes. J'ai entendu 2 mots sur lesquels je suis particulièrement sensible. C'est recherche fondamentale d'excellence. Et ça, c'est non négociable, la base. Y compris à l'Université de Lorraine. Le deuxième, ça a été cité par vous, sur la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité. L'intelligence artificielle, c'est un très bon exemple de domaine où il faut à la fois remettre en cause les fondements même des algorithmes et des sciences sous-jacentes. Ça a été très bien dit tout à l'heure sur l'explicabilité des algorithmes, sur le non-biais des données. Il y a des choses incroyables à faire encore aujourd'hui en termes de sciences fondamentales. Et puis derrière, il faut des domaines applicatifs. Et là, le président de l'Université de Lorraine qui est là, je pense, ne me contredira pas. L'Université de Lorraine a comme slogan « faire dialoguer les savoirs ». Et le fait d'être dans une grande université dans laquelle toutes les disciplines scientifiques sont représentées, facilite grandement les coopérations. Je prends juste l'exemple de mon école sur 2 cas. Dans le domaine de l'IA, nous travaillons avec la faculté de médecine dans le domaine de la neurochirurgie sur le traitement, l'identification de tumeurs cérébrales. Et on facilite la vie des neurochirurgiens, donc notamment sur des calculs de volume de tumeurs, ce genre de choses. Ça, c'est grandement facilité par le fait qu'on soit dans la même université. Et à l'opposé, on travaille avec des collègues de géosciences, vous voyez, sur des domaines applicatifs qui sont très très variés, qui sont très différents. Et le fait d'être dans la même université, ça facilite les choses. Et en IA, l'IA étant très large, le fait qu'on ait plus de 200 chercheurs dans nos laboratoires qui travaillent sur l'intelligence artificielle, ça permet aussi de nourrir nos élèves et nos apprenants, qu'ils soient informaticiens ou qu'ils soient d'autres domaines dans lesquels ils vont être amenés à mettre en œuvre des outils numériques. Fabrice Janter, faire dialoguer les savoirs, dialoguer le savoir venant de l'université avec le savoir-faire des entreprises, ça vous va bien. C'est une bonne approche, c'est un lien. Là, il y a des mots qui doivent résonner dans votre tête, là. Non, mais c'est clair. Et puis c'est ce qu'on constate aussi depuis longtemps au quotidien. Juste là, on a un effet d'accélération, on a un effet de rupture lié aux technologies et qui permettent tout d'un coup d'aller vraiment très très loin et de faire des choses que même il y a 15 ans, on n'aurait pas imaginé de cette façon-là. Donc au niveau des entreprises, il y a une compréhension très forte des liens nécessaires avec les écoles, quelles qu'elles soient, avec les universités. Quand j'entends dire, effectivement, on passe aussi les frontières des États. J'ai reçu Madame l'ambassadrice d'Israël à la Chambre de commerce assez longuement il y a quelques mois. On est au cœur, en fait, de toutes ces problématiques-là. Maintenant, pour les entreprises, on a une première rupture avec tout ce qu'on appelait le numérique, etc. Là, maintenant, on est en train de traiter un autre domaine qui s'accélère fortement avec les données qui sont stockées et avec le traitement de ces données pour pouvoir faire du prédictif, etc., ou traiter mieux les différentes choses. Par rapport aux entreprises, on a fait des enquêtes. Il est clair qu'il y a un gros accompagnement qu'on fait actuellement sur tout ce qui est numérique, d'une part, mais surtout sur l'intelligence artificielle. Il faut expliquer. Il faut expliquer, il faut montrer, il faut aller plus loin. Je pense que les coopérations qui existent avec les établissements universitaires et les écoles là-dessus sont vraiment très importantes. Et nos chambres de commerce là-dessus ont engagé des programmes vraiment importants. Il y a 2 autres questions derrière qui sont importantes.
C'est de se dire finalement, est-ce que ça va bouleverser les modèles économiques? Est-ce que ça va favoriser les très très gros pour que les petits disparaissent dans plein de domaines d'activité? Ça, c'est une vraie question. C'est un vrai enjeu économique et de sécurité pour les pays aussi. L'autre élément, c'est l'éthique. Parce qu'on parle de toutes les choses en bien de ces données. En revanche, comment on les utilise? Comment on protège les personnes physiques de l'utilisation? Sans aller très loin, imaginons Hitler avec tous ces moyens-là à l'époque, ça aurait été assez dramatique. Mais sans aller sur des monstres pareils, on peut imaginer aussi des mauvaises utilisations. Ce que fait actuellement l'État chinois par rapport à tous ces citoyens qui sont fichés grâce au numérique, etc., ça va vraiment très très loin. Donc ça veut dire qu'il faut que nos parlementaires et nos gouvernements aient ça en tête. Maintenant, je reviens à nos entreprises. Alors peut-être, on va demander à Nicolas, vous pouvez rassurer un peu le président de la Chambre de commerce sur ce qu'il vient de dire, des éventuelles dérives et des inquiétudes. Alors on dit, bon, bah, les gros, on ne va pas s'y intéresser, mais je veux dire, les petites, c'est les start-up. C'est jamais que on peut considérer qu'à la dimension, quelque part, c'est des petits qui vont devenir grands. Alors comment vous pouvez rassurer le monde de l'entreprise ? Je ne suis pas sûr que j'ai envie de rassurer. En fin de compte, la réalité, c'est que c'est une technologie. Et donc, c'est un moyen. Et le moyen, il va dépendre de ce qu'on en fait. Donc, l'exemple d'Hitler est tout à fait pertinent, puisque dès lors que vous fournissez une arme ou un moyen d'agir, bah, c'est ce qu'on en fait qui va être démultiplié. Après, moi, j'ai une vision qui est quand même plutôt optimiste. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que, collectivement, on va trouver les arrangements, les organisations qui vont permettre d'aller là où on veut vers une chose plus positive. Et du coup, on utilise aussi ces mêmes outils pour faire positif. Comme par exemple, on peut utiliser des systèmes d'IA pour faire de la fraude et pour détecter cette fraude. Et comme ces systèmes sont quand même assez complexes, on a plus d'avantages dans le collectif, puisqu'on est quand même plus globalement à vouloir trouver la fraude qu'à frauder. Donc on va vers quand même dans un environnement où finalement le résultat est plutôt positif que négatif. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Alors, je me suis mal exprimé, je pense. Quand on parlait de petits, ce n'est pas les start-up du tout. Les premières forces existantes aujourd'hui, ce sont les entreprises en place. Les start-up, c'est que des choses qui viennent se surajouter et qui sont ensuite utilisées par les systèmes. Quand on a la chance, en Moselle, on a actuellement un tissu extraordinaire, 34 000 entreprises, rien que sur ce territoire-là. Si on va sur le Grand Est, on est beaucoup plus... Ça veut dire qu'on a des ressources considérables et que toutes ces technologies mises au service en fait de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et c'est ça que je voulais dire, par rapport à certains trucs, les GAFA, etc. Ok, ça c'est les très très gros, mais en revanche, toutes ces entreprises qui sont en place, et on voit aujourd'hui comment elles utilisent le numérique, comment elles transforment les choses dans tous les domaines d'activité, le BTP, que ce soit moi dans mon métier de l'immobilier, on a complètement changé les choses. Et l'intelligence artificielle, on est en train de pousser les modèles pour justement faciliter encore le service aux clients. Donc c'est extraordinaire, ça. On va faire réagir Muriel Toiti, puis après on va se tourner vers Martial Piazza. Moi, ce que j'avais envie de dire, qui est certainement en cohérence avec tout ça, c'est que finalement, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas disrupter la condition humaine? Autrement dit, on est là tous, on a peur, on ne sait pas ce qu'on va devenir, la privacy des données, etc. De toute façon, l'homme restera toujours au cœur du sujet, sera toujours à la maîtrise, au contrôle des choses. Et je pense que peut-être est arrivé le temps où la condition humaine doit se remettre en question et doit-on pas devenir finalement d'autant plus des acteurs engagés, participatifs, éthiques de notre existence, c'est-à-dire prendre le lead finalement sur nos enjeux de vie et donc nos enjeux de société. Et donc créer cet équilibre serein entre ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle religion du dataïsme avec notre propre condition humaine, je vais presque dire, au sens sartrien existentialiste du terme. Nicolas, là je sens qu'il bout. Moi je pense qu'il faut voir ça vraiment exactement comme un outil. En réalité, beaucoup de gens ont une situation où on est dans une crainte.
Mais en réalité, c'est une très bonne nouvelle, tout ça. Vous voyez, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps aux États-Unis à une discussion qui disait qu'il y a globalement 8 millions de chauffeurs de poids lourds qui allaient disparaître parce qu'on va faire des poids lourds autonomes. Mais c'est plutôt une super bonne nouvelle, parce que, objectivement, en tant qu'être humain, passer 8 heures à conduire un camion, c'est pas dans notre nature. Donc ça veut dire qu'on est en train, globalement, de rendre l'humain plus humain. C'est-à-dire qu'on va laisser à des machines faire un travail qui est un travail avilissant, répétitif, qui n'a pas de sens, où il n'y a pas notre créativité en tant qu'être humain. Donc on va se libérer de ces choses. Et d'ailleurs, c'est toute l'histoire de l'humanité depuis le début. On est parti d'une condition où on était très contraint par la nature, et on a essayé de la comprendre pour essayer de l'utiliser à notre sens d'humain, aller dans notre propre nature. Et je pense que ce processus-là, il est très naturel. Alors, on a à un moment eu besoin de, entre guillemets, dénaturer l'humain. Quand on avait des gens dans des usines, vous voyez, c'est Charlie Chaplin, on n'est pas fait pour travailler 12 heures par jour dans une chaîne. Et on a fait ça au niveau physique, mais aussi au niveau intellectuel, parce qu'on avait un besoin productif. On avait besoin de nourrir, on avait besoin de fabriquer des produits en répétition. Bon, maintenant, on a, entre guillemets, des robots, des esclaves, on va dire, qui vont faire des golems, qui font notre travail à notre place. Donc ça nous laisse à nous notre position d'humain, et donc ça remet un sens aux humanités, au sens propre du terme, parce qu'on va pouvoir se consacrer à ce qu'on est vraiment nous. Martial, parce qu'on va donner la parole quelques instants à Martial, parce que rendre l'humain plus humain pour un homme qui accompagne en matière de ressources humaines, on tombe vraiment très très bien. C'est une grande mutation pour vous, effectivement, cette arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Comment vous avez été obligé de vous adapter à ce phénomène ? Nous, pour revenir sur ce que disait monsieur, ça a plutôt été une avancée technologique intéressante. Parce qu'effectivement, sans parler de l'intelligence artificielle, on est passé dans nos métiers par pas mal de révolutions au niveau de l'informatique, les logiciels, la dématérialisation. Effectivement, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, pardon. Pas très habitué des micros. Sur le menton, voilà, comme ça, il ne bougera plus. Là où je rejoins parfaitement monsieur, et nous, c'est comme ça. Quand je dis nous, c'est moi dans mon entreprise, mais même en général, notre métier, et les Big Four, les Big Five dans notre métier, le font très bien aussi et le transmettent très bien. Ce n'est pas remplacer l'homme par la machine, c'est enlever tous les travaux avilissants ou non. Dans notre métier, il n'y a pas vraiment de travaux avilissants, mais des travaux qui ne sont pas le cœur de notre métier et qui ne nous permettent pas d'avancer et d'être pertinents dans des choix. L'objet aussi étant d'évoluer, parce qu'effectivement, dans le temps, dans nos agences, sur les périmètres, on travaillait sur des bassins d'emploi très, très restreints, 20-30 km. Aujourd'hui, ça s'est étendu, la mondialisation, tous les métiers sont en tension, on va sourcer de plus en plus à l'étranger ou sur des territoires différents. Et il faut que les gens puissent se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, nous, on regarde, il y a déjà des entreprises de travail temporaire qui ont créé ce qu'on appelle les agences digitales, pas pour remplacer les agences existantes, mais pour certains secteurs d'activité. Parce qu'effectivement, alors nous, on n'en a pas encore, mais on s'y intéresse fortement en ce moment, les algorithmes permettent d'aller sourcer sur les job boards, sur toutes les plateformes existantes, de façon plus pertinente, plus rapide sûrement, et en quasi-permanence. Et l'adaptation du métier ne va pas remplacer les recruteurs ou les recruteuses qu'on avait chez nous, mais simplement, on va leur donner un métier différent. Elles vont être obligées de gérer cette nouvelle méthode de sourcing avec l'adaptation du client. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand un client a besoin de personnel, a besoin de sourcer, il va vous demander, il va vous donner une fiche de poste et vous allez chercher par rapport à ça. Ce que va faire probablement bien mieux l'intelligence artificielle que nos collaborateurs. Mais à part après, ce qu'il faut gérer, c'est le savoir-être, ce que veut l'entreprise, la mentalité de l'entreprise. Et c'est en ça que notre métier va évoluer, parce que nos collaborateurs ne seront plus là à chercher toute la journée sur des ordinateurs des profils, mais vont qualifier les profils, faire en sorte que le matching soit pertinent. Et là, on va arriver effectivement dans une notion du travail temporaire différente. Et ce qu'on appelle chez nous le tech and touch, donc c'est la technologie, mais la touche humaine. Et l'adéquation des deux fera qu'on va passer des barrières différentes. Et d'ailleurs, il est prévu que dans nos métiers, d'ici 2020, 15 à 20% du business soit fait par des agences digitales. Donc on est vraiment dans un développement qui est majeur aujourd'hui. Muriel, Yann et Olivier après. Muriel, je crois que vous vouliez illustrer. Non, je voulais juste, pour rebondir à ce qu'on disait sur la relation homme-machine, homme-data, faire une illustration un peu métaphorique de quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui est Pascal Pic, peut-être que vous le connaissez, qui est un paléoanthropologue,
et qui nous dit la chose suivante. Reprenez le texte de Pierre Boulle, 1963, La planète des singes. Vous pouvez vous rappeler aussi du film avec Charlton Heston. Et il nous dit, Pascal, finalement, quand on regarde bien, est-ce que les singes ont pris le pouvoir? Est-ce que les singes ont fait un coup d'État? Rien du tout. L'homme avait renoncé. L'homme avait renoncé dans sa propre condition humaine, s'était laissé à une sorte de paresse physique, intellectuelle. Faisons juste attention que les singes ne soient pas la data ou les robots d'aujourd'hui, et donc prenons le lead sur notre condition et soyons les acteurs engagés dans toute liberté psychique de notre existence dans notre société. Yann? Oui, je rebondis avec plaisir à la remarque de Muriel qui est très pertinente. En fait, la question, c'est la construction de ces super outils. C'est-à-dire qu'en fait, la tendance de fond, c'est qu'on retourne vers le one-to-one. On a eu, comme disait très bien Nicolas, une phase où on a industrialisé, où on a mécanisé, où on a transformé les hommes en robots. Donc là, coup de bol, les hommes auront de moins en moins besoin d'aide de robots, ils vont pouvoir faire une activité d'hommes et de femmes. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais le moyen de le faire, ça va être cette structuration, cette organisation des moteurs d'intelligence artificielle. Et le moteur de cette conception, ça va être les lacs de données. Et c'est vrai que quand on voit la Chine avec 1,4 milliard d'habitants, quand on voit l'Inde, quand on voit les États-Unis, quand on voit ces superpuissances, évidemment, il y aura un avantage compétitif à construire ces super algorithmes dans ces pays où il y a foison de données. RGPD, c'est assez intéressant parce que c'est une volonté européenne de structurer un élément de réponse où on s'intéresse à la privacy, on essaye d'adresser la privacy. Alors, en fait, aujourd'hui, à court terme, c'est juste beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à adapter pour nos startups et nos PME, pour les GAFA. Hein. Ils ont tout de suite compris, ils sont tout de suite compliantes. Nos startups, elles ont plus de mal à le faire. Et je pense que ça va être une question structurante. C'est pour ça que je pense qu'à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de tous ces acteurs qui ne sont pas la Chine, les États-Unis et probablement l'Inde demain, il y a besoin de structurer des éléments de réponse et de structurer une indépendance dans le contrôle et la structuration de la data. Et je pense que nos startups ont quelque chose à voir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une startup moderne ou une startup deep tech, comme nous on les a à Creative Valley, c'est avant tout des gens qui sortent d'un laboratoire de recherche, qui vont avoir un accès simplifié à la connaissance et qui vont avoir une capacité de déploiement qui est extrêmement rapide. Donc je pense que ces acteurs, ces scale-up qui vont se développer, qui vont s'internationaliser très vite, entre Singapour, la Corée, la France et d'autres régions du monde, ça va être elles aussi les outils et les acteurs que l'on va devoir accompagner pour pouvoir sécuriser la construction, l'imagination de ces nouveaux outils, de ces nouvelles technologies, qui seront les garants de notre indépendance technologique. Olivier? Oui, 3 points. Sur la partie RH, c'est un domaine d'application de l'intelligence artificielle où il y a énormément de développement. Je veux dire, aujourd'hui, on a des outils qui savent, notamment dans une entreprise où il y a une pression sur l'emploi, qui savent prédire quand un employé est potentiellement intéressé pour partir. Ce genre de choses, on est capable de prédire éventuellement aussi un mal-être dans l'entreprise. Il y a quelques années, j'avais financé des projets qui réorganisaient l'agenda des enseignants dans des collèges en fonction des taux de stress mesurés. Les séquencements des classes faisaient que si on commençait par une maternelle et puis un CE1 avant, c'était peut-être plus stressant que l'inverse. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis ça contribuait au bien-être des humains. Sur les aspects automatisation, il y a un bel exemple ici dans le Grand Est, hein, à 50 km, peut-être un peu moins d'ici. Il y a une entreprise qui s'appelle ThyssenKrupp Presta, qui fabrique des colonnes de direction. C'est l'entreprise et l'usine modèle de l'industrie 4.0, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. La conséquence, c'est des créations d'emplois. Des fortes créations d'emplois autour de cette usine par l'arrivée de l'automatisation qui permet de diminuer les coûts et de garder ces industries sur le territoire. Le dernier point très bref sur l'éthique, l'impact. Clairement, les scientifiques qui travaillent aujourd'hui en intelligence artificielle ont conscience des impacts
possible. Et il y a des initiatives, notamment à l'université de Stanford, à l'initiative de l'université de Stanford, mais ce sont l'ensemble des chercheurs de la communauté, des communautés en intelligence artificielle, qui contribuent à des groupes de travail. Il y a un groupe de travail qui a été lancé sur le siècle à venir, où les chercheurs se réunissent tous les 5 ans pour faire un bilan de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des dimensions. Il y a aussi, et particulièrement en France, il y a une conscience politique de l'impact de l'intelligence artificielle, de ses opportunités également. Je veux dire, le président Macron en a conscience, et un exemple, c'est il y a une semaine, ou un petit peu moins d'une semaine, le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi a élaboré un partenariat avec le Canada exactement sur ces problématiques, qui sont des problématiques d'éthique de l'intelligence artificielle, de la data, entre nos deux pays. Donc il y a une vraie conscience politique, il y a des solutions technologiques et il y a des multiples opportunités. L'humain restera, de mon point de vue, clairement toujours dans la boucle, en tout cas dans l'ensemble des applications que nous on voit aujourd'hui et qu'on met en œuvre, que ce soit des applications très spécialisées avec des médecins très spécialisés ou d'autres postes dans des usines. L'humain reste clairement dans la boucle. Fabrice Jeanterre, rassuré. Oui. Mais clairement, je pense qu'on n'a pas peur du tout sur le sujet. C'est juste quand même des points d'attention qui sont forts. Et j'écoutais mon voisin, tout ce qui permet aujourd'hui de prévoir le mal-être, finalement, peut-être que notre président de la République pourrait l'utiliser avec pertinence, parce que je crois que c'est le moment. Mais au-delà de ça, vraiment, et nos entreprises qui sont derrière, je crois qu'il y a une prise de conscience et une volonté très forte, et on voit qu'il y a une accélération qui fonctionne. Quand je vois tout ce que Martial met en place dans ses entreprises et comment son entreprise se développe, les étapes qui sont passées derrière, clairement, ça fait partie des entreprises qui n'ont pas peur du tout et qui tracent. Mais on peut en trouver beaucoup aujourd'hui et qui sont enclenchées dans ces systèmes-là. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'à un certain moment, on avait des start-up, mais qui étaient un peu hors sol. Elles se créaient dans des pépinières. On en a, nous, à la Chambre de commerce, etc. Et aujourd'hui, on voit en fait des start-up qui sont issues directement d'entreprises en place. Et ça, c'est un changement fondamental. Et il y a une chose que vous disiez tout à l'heure qui me paraît vraiment intéressante. C'est aussi penser toutes les générations ensemble. Parce que c'est aussi une façon de réconcilier la société, mais c'est aussi une façon finalement de beaucoup de bienveillance de part et d'autre, parce qu'une entreprise en place, ses collaborateurs qui connaissent des process, les clients, etc., par rapport à des jeunes qui peuvent apporter une façon de penser autre, avec des moyens différents, mais quand on met les deux ensemble, ça donne de véritables bombes. Et je crois que toutes ces générations ensemble, et cette ligne-là, c'est une ligne qu'on cultive à notre Chambre de commerce, et ça permet vraiment d'aller plus loin. Nicolas, le lien social ? Je ne vais pas forcément parler du lien social. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc, on est en train de passer finalement d'une économie de la production à une économie de l'innovation. Parce qu'à partir du moment où on a innové, on a une production qui est automatique, faite par des robots, etc. Donc on produit tout de suite en grande échelle. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que, de mon point de vue, l'innovation, elle vient de la diversité. Ce qui veut dire qu'il y a une place pour tout le monde. Je veux bien dire tout le monde. On a pendant très longtemps eu un système économique qui était très productif, où on cherchait finalement des gens qui se ressemblent le plus possible pour pouvoir démultiplier un processus de production. On avait une chaîne de montage et on voulait fabriquer des voitures, donc on avait besoin d'ouvriers X, de contremaîtres Y, d'ingénieurs Z, etc. Et une fois que ça marchait, on lançait. On avait très peu de gens qui innovaient, qui faisaient un modèle tous les 5 ans, etc. Et tout ça, ça fonctionnait. Aujourd'hui, on a besoin en permanence de créer du nouveau. Ce qui veut dire qu'on a besoin de tout le monde. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de réutiliser tous les cerveaux. Comme disait Yann, on a en face des mastodontes qui ont des cerveaux à gogo, qui sont les Chinois, les Indiens, les États-Unis. On a besoin aujourd'hui, en Europe, on a mis de côté finalement toute une partie de la population. On a beaucoup de décrocheurs, et c'est ces gens-là qu'on a besoin de réintégrer, parce que chaque fois qu'on rajoute une nouvelle personne qui a fait un parcours différent, on démultiplie la créativité de l'ensemble. C'est pas
la créativité, c'est pas un ensemble additionnel, c'est un ensemble qui est multiplicatif, voire factoriel. C'est-à-dire que quand vous avez 4 personnes différentes, vous avez factoriel 4 de ça en idée. Si vous avez 4 personnes qui ont fait les mêmes histoires, qui ont la même culture, qui se ressemblent, vous n'avez quasiment pas d'idées nouvelles. Et on a aussi un vivier. Moi, j'ai décidé de me lancer dans mes nouvelles aventures aujourd'hui parce que je pense qu'on a un vivier qui est l'Afrique, par exemple, où il y a le plus grand nombre de cerveaux. Il faut savoir qu'en 2050, 50% de la population de moins de 35 ans sera africaine. Et on est à l'endroit où il y a le moins d'utilisation de ces cerveaux. C'est-à-dire qu'on a le plus grand gâchis et on est en liaison directe avec eux. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui à multiplier les points d'accès des formations. Mon problème, moi, ce que j'ai comme frustration, c'est que notre système, finalement, il a tendance à vouloir reproduire les modèles. Et je ne parle pas d'académie quand vous êtes dans une école d'ingénieur. Moi, j'ai fait Stanford. Bon, à Stanford, tout le monde est heureux d'être là, créatif, etc. Le problème, c'est la plupart des jeunes, et particulièrement en France, quand vous regardez les statistiques, à 15 ans, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. L'école ne les intéresse pas. Et du coup, on élimine d'un enjeu de créativité une grande partie de notre population. Et quand je dis grande partie, c'est vraiment beaucoup, parce que même ceux qui arrivent quand même à fonctionner dans le système, ils fonctionnent mal, ils sont en souffrance. Alors que finalement, ça devrait être amusant. Quand on fait de la science, et une fois qu'on a passé ce côté rébarbatif, c'est super amusant, c'est créatif la science. Les gens croient que la science, c'est un truc où on apprend... Ce qu'on attend d'un scientifique, ce n'est pas de répéter le passé, c'est justement d'aller contourner la nature, trouver un moyen d'analyser les choses. Quand on fait de la data science, moi j'ai pas mal travaillé dessus, on ne te demande pas d'appliquer des méthodes, on te demande justement de trouver une nouvelle façon d'exploiter tes données. Parce que des méthodes, tu les appliques, mais si tu t'arrêtes là, tu fais rien. C'est la suite qui te rend créatif. C'est cette partie-là qui est profondément humaine, où on prend du plaisir à faire ça. Le problème, c'est qu'on en prive la plupart des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, si on prend l'exemple à 42, on a des gens qui arrivent qui ont été décrochés. On a à peu près 40% de gens qui n'ont pas le bac, par exemple. Et bien, ces mêmes personnes, dans un environnement qui les amuse, elles vont refaire des mathématiques de haut niveau, elles vont aller chercher les domaines scientifiques, parce qu'on a recréé du sens. Parce que finalement, si vous réfléchissez bien, à 15 ans, finalement, être intéressé par ce qu'on te propose dans un cours de sciences physiques ou de mathématiques, c'est pas très naturel, quoi. Hein, oui, moi j'ai eu la chance d'être jeune à une époque où il n'y avait pas Internet. Il y avait 3 chaînes de télévision qui faisaient rien. Mon prof de physique, c'était une rockstar, quoi. Objectivement, j'allais au cours de physique parce que c'était le truc le plus intéressant de la semaine. Un jeune aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'aller au cours de physique comme ça. Hein, parce qu'il va voir quelqu'un qui va lui présenter un truc assez monotone. Enfin, moi, je donne un exemple. J'ai ma fille qui a 14 ans en ce moment. Son prof de physique, je me suis engueulé il n'y a pas très longtemps avec, parce qu'il a des trucs qui sont imprimés sur des trucs bleus, là, vous savez, des trucs qui ont été photocopiés il y a 30 ans. Il répète la même chose. Et on a perdu ce côté ludique. Objectivement, moi, j'ai travaillé avec des mains à la pâte. Avec Charpak, on peut rendre la physique super amusante. Mais ce n'est pas ce que vivent les 3/4 de nos jeunes. Nos jeunes, on leur rend un truc qui est finalement très normalisé, où on leur dit d'apprendre des trucs qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi, ni comment, ni à quoi ça sert. Et du coup, pendant 3, 5, 6 ans, il faut qu'ils passent à travers. Bon, il y en a certains qui arrivent, et d'autres qui simplement décrochent. Et ça ne veut pas dire qu'à la fin, ils n'ont pas un cerveau qui est aussi performant. Ça veut juste dire que ça n'avait pas de sens à ce moment-là pour eux. Et souvent, si vous prenez des jeunes qui ont décroché, parce que moi j'en ai vraiment vécu, et encore une fois, je suis universitaire à l'origine, c'est pas quelque chose que je pensais naturel. C'est-à-dire, quand on a démarré, au départ, cette histoire, elle vient d'un truc qu'on a fait qui s'appelle la Web Academy, où on a fait un pari, c'est d'aider des jeunes qui avaient décroché, sur la demande d'une fondation, ça venait pas de nous. Hein. Et on a eu des résultats qui étaient exceptionnels. Et c'était une surprise. C'est qu'en réalité, beaucoup de gens pensent que parce que t'es pas bon en maths quand t'as 15 ans, quand t'as 18 ans, finalement t'es idiot. Mais ce n'est pas vrai. Dans 99,99% des cas, c'est pas que tu es idiot, c'est que tu n'en as rien à faire, que tu n'as pas compris à quoi ça sert, et qu'il s'est accumulé tellement d'incompréhension qu'à la fin, tu es confus et tu te poses des questions sur toi-même. Mais 99% des cerveaux humains sont capables de résoudre les 3/4 des problèmes de mathématiques qu'on fait en terminale. Moi, j'ai une stat, parce que j'ai fait les sciences cognitives à Yale. Aujourd'hui, on considère qu'il faut, pour résoudre des problèmes de maths de terminale, il faut les mêmes capacités cognitives que pour traverser une rue sans se faire tuer. Ce qui veut dire que tous les gens qui arrivent jusqu'au lycée vivants, ils ont les capacités de résoudre tous les problèmes. Si on n'arrive pas à leur faire résoudre, c'est qu'on déconne, nous. C'est les profs, et d'ailleurs, c'est pas les profs, c'est le système, parce que les profs, moi j'en connais plein, ils se défoncent tant qu'ils peuvent. Mais on a fabriqué un système où on a déconnecté du sens, de la réalité des choses, la vie des jeunes, de ce qu'ils font dans le lycée.
Muriel, peut-être, et puis après on reviendra vers Martial sur la diversité. Ouais, bon, je ne peux qu'abonder dans le sens de Nicolas, c'est tout à fait juste. Alors, reprendre l'exemple israélien, on parlait tout à l'heure de multiculturalisme. Il faut savoir que dans un petit pays comme Israël, il est doté d'une multitude de cultures, donc diverses façons de penser, 15 000 étudiants au Technion qui sont confrontés justement à la réalité de l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, quand on dit entrepreneur, moi je préfère dire le mot entreprenant plutôt qu'entrepreneur, parce qu'on peut être parce qu'on est excellent, parce qu'on est inventif, parce qu'on est curieux, un merveilleux pâtissier, un merveilleux cordonnier, on sera dans le dépassement de soi. Et c'est toute la différence en Israël, me semble-t-il, peut-être grâce à ce melting pot des cultures, grâce à ce terrain de jeu où on donne envie d'avoir envie d'apprendre, on éveille la curiosité, on n'est pas dans l'automatisme de la pensée, on n'est pas dans l'automatisme de la transmission du savoir et de la connaissance, on apprend véritablement pour pouvoir à l'échelle personnelle, développer sa propre créativité. Et c'est ça qui est extrêmement important, me semble-t-il, pour justement créer aussi cette notion de lien social ou ascenseur social. Moi, je dis toujours qu'en Israël, on ne cultive pas l'élitisme, on cultive l'excellence, en prenant comme postulat de base que l'excellence, elle est partout. Et on doit donner sa chance à tous. Et donc, on les intègre parce qu'on sait les identifier, mais on les identifie quand ? Pas quand ils arrivent à l'université, c'est trop tard. Quand les cerveaux sont encore malléables, quand ils sont en primaire, quand ils sont au collège, quand ils sont au lycée, quand on leur donne à ce moment T de leur existence, parce que, encore une fois, ces cerveaux sont encore malléables, l'envie de prendre des risques, de se dépasser, de définir sa propre identité, de créer son propre leadership pour pouvoir oser, puisque c'est le thème de votre conférence aujourd'hui, je disais pour ma personne, oser être soi-même, oser être soi-même en toute liberté pour pouvoir justement créer et innover, et encore une fois, avec tous. Et moi, je reviens toujours sur le progrès pour tous et partagé par tous, parce que quand je dis par tous, c'est toutes les cultures. Et ça, c'est très important. Et Israël est intéressant comme pays parce que c'est véritablement une sorte de petit prototype, en fait, de ce melting pot culturel qui fait que 1 + 1 = 3. Martial, cette diversité du savoir, la deuxième, la troisième chance, vous la vivez au quotidien avec des gens que vous formez, que vous accompagnez. C'est un sacré atout pour l'avenir, ce qu'a dit Nicolas il y a quelques instants. Ah ben c'est clair, et c'est aussi pour ça. C'est un atout pour l'avenir, et aussi, dans les entreprises aujourd'hui, les générations ont changé. Il y a 15 ans, faire accepter cette évolution-là à des gens qui n'avaient même pas connu la machine à écrire, c'était un peu compliqué. On a la chance dans les entreprises aujourd'hui, des gens qui sont très jeunes, enfin moi, dans notre groupe, je crois que la moyenne d'âge, je suis plus âgé, assurément, la moyenne d'âge va être 35 ans. Quand on met une nouvelle technologie en place, les gens sont acheteurs. Ils sont acheteurs pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était leur simplifier la vie, leur permettre d'aller plus vite, d'aller mieux, de faire les choses différemment et d'avancer. Et c'est en ça que ça fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'on arrive à développer aujourd'hui tous ces process-là dans nos activités. Notre métier est un métier très jeune. C'est un métier qui a 60 ans aux États-Unis, une 50aine d'années en France. Moi, j'ai connu ça il y a 25 ans. On était encore à la machine à écrire et au papier carbone. Il y a une évolution phénoménale. Demain, depuis 1 ou 2 ans, on parle d'agence digitale, mais vraiment formalisée en tant que telle. On a fait la dématérialisation de 2-3 ans. On a des job boards. On a aussi des logiciels qui font le matching maintenant, qui vous gèrent ce qu'on appelle le 24/7, le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Où effectivement, il y a toujours l'humain. L'humain va venir qualifier un fichier, joue le rôle un peu de modérateur aujourd'hui, comme on le connaît sur Internet dans certains domaines. Et ça permet d'avancer vite, d'avancer bien, et de donner une qualité de travail, et surtout de valoriser le collaborateur. Puisqu'on avait quand même des gens dans nos métiers qui passaient des fois 2-3 jours par semaine à mettre des fiches de paye sous enveloppe, de poser des timbres. Je veux dire, ça n'a pas d'objet, on s'entend bien, ça n'a pas d'objet. Ça valorise le collaborateur, ça valorise l'entreprise, et en plus, en termes de performance, y compris performance financière, c'est un intérêt, un enjeu énorme. Il nous faut conclure, malheureusement. D'ailleurs, cette table ronde est la conclusion de la journée. Donc, au travers de votre conclusion, ce sera la conclusion de la conclusion. Fabrice Jeanter, ce que vous venez d'entendre, de recevoir en tant que représentant et ambassadeur des entreprises de Moselle, le challenge en vaut la peine? Clairement, ça en vaut la peine. Et vraiment, je suis heureux en plus d'avoir pu participer à vos côtés à cette table ronde, parce que
on trouve tous les fondamentaux, on trouve à la fois l'énergie, la volonté de réconcilier les choses. C'est un vrai problème, une vraie question de société positive, mais qu'on est incité finalement à accompagner de bout en bout, et en étant acteur et acteur citoyen. Et c'est ça qui est intéressant. Quand j'entends agréger les différences, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, et notre force, elle est là-dedans. Quand on agrège les différences pour aller vraiment plus loin, c'est ce qui se passe dans les entreprises, c'est ce qui se passe au niveau de nos territoires pour aller plus loin derrière, et au travers de tout ça, on va effectivement et on franchit des caps, et on ne les franchit pas tout seul, on les franchit avec tous nos amis de l'enseignement, de la santé, du sport, de la culture, on les retrouve tous dans notre assemblée de notre chambre de commerce, et ça c'est une nouveauté aussi. Donc vive la technologie, mais surtout les acteurs qui sont derrière. Olivier. Oui, alors, on a commencé avec l'IA et on a beaucoup focalisé sur l'humain. Et je trouve ça vraiment super. Tout ce qui a été dit, moi, ça me rajeunit de 30 ans. Moi. Mon premier doctorant, c'est quelqu'un qui a décroché à 16 ans, qui est allé faire moniteur d'auto-école, qui s'est éclaté dans son job de moniteur d'auto-école, et puis qui un jour a dit « mais j'ai envie de faire de l'informatique ». Et petit à petit, il est passé par un DUT, une licence pro, et il a passé un doctorat, et aujourd'hui, il est enseignant-chercheur en informatique, et il s'éclate, et puis il applique même un petit peu à la voiture autonome. Donc, ça pour dire qu'une structure comme l'université, on sait aujourd'hui clairement intégrer des parcours variés, et c'est en proposant des personnalisations de parcours que les étudiants s'éclatent. Et oui, et tout particulièrement dans l'informatique, et là je parle d'informatique, pas uniquement IA, il y a des potentiels pour tous les publics, tous les parcours. La créativité est un point. Il ne faut pas négliger non plus la science derrière. Lorsqu'on conçoit par exemple un pacemaker et que derrière il faut prouver que le système marche dans toutes les circonstances, et il faut faire appel aux sciences fondamentales, et pour faire appel aux sciences fondamentales, il faut les avoir acquises. Voilà. On va passer à Muriel pour pas qu'elle rate son train. On va lui tendre. Non, ça va. Bon, alors Yann, allez. Oui, je vais être rapide. Oser l'innovation, je trouve que la question est bien posée, qu'on a commencé à bien y répondre. Je pense que dans cette économie de la connaissance qu'on est en train de construire, ce qu'on dit, c'est que l'essentiel, c'est d'avoir la banane, c'est d'être content et d'aller au bout de ce potentiel et de ce qu'on a envie. Je trouve que c'est un bon signal, c'est une bonne manière de dire ouais, c'est une direction qui nous va tous. Et en fait, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que dans cette économie de l'innovation que va permettre la robotisation des tâches robotiques, donc qui va libérer l'homme, on va créer de la valeur ajoutée, de la survaleur là où on ne l'attend pas, par des projets nouveaux, par une plus grande personnalisation, parce qu'on va laisser du temps aux gens pour être plus créatifs, aller plus dans le détail, plus dans la construction de quelque chose qui leur ressemble. Et ce qu'on a dit beaucoup, en prenant l'exemple d'Israël qui est tout à fait judicieux, c'est en fait une intelligence collaborative. Je te rejoins. Bah ouais, on part de l'IA, mais ça nous libère peut-être pour faire un peu plus d'intelligence collaborative. Et ça, c'est super intéressant. Et ce modèle, je rappelle qu'ici à Metz, on est au cœur de l'Europe, qu'aujourd'hui on est dans des changements géostratégiques qui sont complètement structurels, que nos amis en Asie, que moi je suis souvent à Singapour, en Corée, nous regardent, se disent ben voilà, la modernité c'est plus uniquement la Californie, que l'Europe a quelque chose à dire, et que ces valeurs qui nous animent, qui peut-être aussi s'inscrivent dans une certaine histoire commune, et ben à Metz, que ce soit sur la Sarre, que ce soit sur la Luxembourg, que ce soit sur les pays voisins, je pense que c'est des choses qu'on aurait intérêt à pousser et à assumer. Ça vaut le coup de prendre le micro, en tout cas, pour pousser ces valeurs. Nicolas, vous avez été un pionnier dans la nouvelle démarche. Allez, si on revient 10 ans en arrière, jamais on n'aurait eu ce débat. Vous devez être satisfait aujourd'hui de voir que tout le monde est quasiment sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a une synergie globale qui est assez forte. Je voulais juste rappeler une autre chose, c'est que on parlait d'Israël avec la diversité culturelle, mais la France est un pays de diversité culturelle. Et si on analyse finalement de point de vue purement, cette fois-ci scientifique, quels sont les critères de réussite dans dans une économie d'innovation, on devrait être dans les tout premiers. On est très naturellement un pays d'innovation. Alors après, quand on a cette diversité,
il y a deux forces. Il y a une force qui fait qu'on va s'affronter, il y a une force qui fait qu'on va aller ensemble. Et on manque très certainement un peu de confiance. En fin de compte, le vrai facteur qui fait qu'on peut être innovant, pour être innovant, on a besoin de liberté et de confiance. Quand on a peur, c'est très dur d'innover quand on dans le rejet de l'autre. On a besoin d'intercommuniquer. Et on a un vrai effort, je pense, autour de se faire confiance aux plus jeunes, faire confiance aux plus vieux, faire confiance aux entreprises, faire confiance. Si on met cette confiance ensemble, on peut faire des choses formidables. Dès qu'on enlève la confiance, se grippe ce système de co-créativité. Okay, donc tout le travail, je pense, des gens qui vont manager ça, c'est de créer des zones de confiance et de bienveillance. Muriel, il vous a plombé votre conclusion, là, j'ai l'impression. Au contraire, je ne ferai que rebondir. Je pense que dans l'ère dans laquelle nous vivons, qui est cette ère de l'économie de l'attention, la digitalisation, moi j'aimerais conclure par des mots, par des concepts, des valeurs qui me semblent extrêmement importants. C'est la notion de bienveillance, c'est la notion d'empathie, de don de soi, d'acceptation de l'autre dans ce qu'il est différent de soi, de misons sous nos compétences complémentaires, sur nos intelligences croisées. Je pense que c'est ça qui sera le garant d'un monde meilleur et d'une société meilleure, nous, en tant que citoyens de la cité, pour aller vers le haut à défaut d'aller vers le bas. Puis on va souhaiter bon courage à Pierre Musselnart qui doit conclure derrière vous. Alors là, la barre est haute. Monsieur le Président de l'Université, vous pouvez venir sur scène effectivement pour ce dernier moment sur l'intelligence artificielle. Voilà, je vous cède la place. On peut vous applaudir. Merci madame, merci messieurs pour cette magnifique table ronde. Bonsoir. Ça va être difficile en fait de conclure parce que là il y avait une intelligence collaborative à très haut niveau. Alors je vais peut-être faire un pas de côté pour rappeler un peu ce qui se passe en France et en Europe avec une impulsion de la France, mais pas seulement. Il y a un plan intelligence artificielle qui a été lancé en France qui prend sa place. Je ne vais pas le décrire. Ce plan, on va retrouver les connexions qui sont en train de se faire, ça a été évoqué avec notamment le Canada, notamment l'Allemagne. Il est quand même intéressant de voir qu'il y a 2 programmes prioritaires qui ont été lancés. Premier programme prioritaire, c'est l'intelligence artificielle pour la décision en santé. Et pour aider la décision en santé. Alors ça, on peut se dire, c'est assez logique, la santé, on voit bien que pour tout un tas d'actes pour prendre les bonnes décisions, ces aides à la décision, cet apprentissage, il est important. Et l'autre, et qui a été finalement beaucoup évoqué, c'est la fiabilité des algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire de faire de la recherche pour que ces algorithmes-là, ils soient bien appliqués, qu'on puisse les connaître, qu'on puisse regarder ce qu'ils font, et aussi le côté éthique des choses, et j'y reviendrai. Et puis après, on va déployer l'IA dans tous les secteurs. On n'a pas été très successful dans le Grand Est sur les appels au nouveau centre IA. Il y a eu 2 initiatives, une en Lorraine, une à Strasbourg, qui n'ont pas été retenues. Donc il y a des centres qui vont se mettre en place à Toulouse, à Nice, à Paris et à Grenoble. Pour autant, l'intelligence artificielle, on va en retrouver partout dans le système académique et dans le système de recherche. Et je voudrais souligner l'initiative du président Rotner qui tient à ce que le Grand Est ait une place particulière dans l'intelligence artificielle. Il nous a réunis, l'ensemble des universités, avec INRIA, le CNRS n'était pas présent mais va y être associé, pour qu'on crée un réseau, et qu'on crée un réseau aussi avec nos partenaires du Luxembourg, de la Sarre, du Bade-Württemberg et j'espère aussi de la Wallonie, pour qu'on ait un résew aussi local. Ce réseau local, il va être important pour les entreprises qui sont là, parce que je vais revenir sur la formation, je vais essayer de ne pas être trop long, mais on m'interrompra, parce que la formation, on va en avoir besoin. Ce que je vais reprocher à la table ronde, c'est qu'on a beaucoup parlé de formation. En effet, la formation est importante, il va falloir former, quel que soit le niveau de départ, et ce que vous avez dit est intéressant, je reviendrai un tout petit peu sur la manière de former très tôt et ce qu'on a appris maintenant. Oui, on va avoir besoin de former. Les entreprises vont avoir besoin de cadres qui sont formés différemment. Ce que vous n'avez pas évoqué, c'est la transition. Ou trop peu. Parce que cette transition-là, et ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse la transformation dans les entreprises va se faire.
que va-t-on faire à un moment donné quand on va remplacer par des machines l'ensemble des acteurs qui sont là et qui sont des gens pour lesquels la formation va être plus difficile parce qu'ils ne sont pas en rupture comme ceux qui vont à l'école 42. Ce sont des gens qui ont un certain âge et on vieillit vite avec le numérique et qui ne sont pas forcément dans ces générations qui ont été baignées par le numérique, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont, allez, à partir de 40 ans, on n'a pas forcément, après 40 ans, on n'a pas forcément baigné dans ce monde numérique. Et les transitions qui viennent dans les 20 prochaines années, qui représentent quand même les années où ils vont encore travailler, elles vont être très difficiles. Et il faut absolument qu'on pense à eux en termes de formation. Et l'avenir idyllique qui est décrit, j'y crois beaucoup, notamment sur la place de l'homme qui est remis finalement au centre de ce qu'est l'humain et en laissant des tâches, je dirais, répétitives, etc. Ça l'a été depuis des années, mais là, cette accélération-là, il faut bien voir qu'elle inquiète. Et c'est là que je pense que l'université, elle a un rôle prépondérant sur tous ces domaines. Elle a un rôle prépondérant par la recherche, avant la formation. Par la recherche, alors on l'a évoqué, dans les nouveaux algorithmes, dans les nouvelles manières de faire, dans l'interdisciplinarité qui a été là, mais aussi sur la réflexion de la mutation de la société. Et ça, c'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on doit apporter aussi. En même temps, on va aussi apporter, on commence à le faire, plus de compétitivité aux entreprises, parce que une université, c'est quand même un acteur socio-économique majeur. J'avais prévu quelque chose, je l'ai complètement enlevé, mais je vais en dire un mot quand même. On a fait faire des études d'impact économique. Et en fait, une université comme l'Université de Lorraine et des autres, ça a été fait au niveau européen comme au niveau français. Les chiffres des États-Unis sont plus importants d'ailleurs de ce point de vue-là. Mais grosso modo, par rapport au budget de l'université, de Lorraine ou d'une autre, 1 euro investi à l'université, c'est 6 euros dans l'économie mondiale. Et ici, globalement, c'est un facteur de 1 à 4, quand on regarde ce qui est fait. Et ce qui est intéressant de voir dans cette analyse économique, c'est que, bien sûr, il y a la plus-value des salaires qui sont dépensés, du budget qui est dépensé par l'université, des emplois qui sont créés, mais la plus grande plus-value, c'est celle des diplômés qu'on sort et celle de l'augmentation du niveau de qualification des personnes, parce qu'on est bien dans une table ronde sur la formation. Et c'est bien ça qu'il va falloir travailler. Et il va falloir le travailler avec les entreprises pour à la fois former des gens de très haut niveau et des gens tout à fait adaptables à l'entreprise tout de suite. Alors il y a l'école 42, il y a ce qui est développé dans les écoles, y compris à Télécom Nancy, mais y compris dans les IUT, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les professions intermédiaires dont on a besoin. Une des réponses d'adaptabilité la meilleure, c'est quand même l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la main à la pâte pour les grands. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, parce qu'en fait, on a oublié qu'on redécouvre qu'il faut expérimenter. Et donc, sur la formation, on doit être un acteur principal et sur la recherche, et il faut lier les deux. Et lier les deux, ça sera aussi que, et là, les entreprises, je pense qu'il faut qu'elles fassent attention, mais Fabrice y a fait attention, c'est la question de l'éthique. La question de l'éthique, elle est terrible. Je vais vous donner un nom. Je vais donner le nom, c'est Metzger, qui est on va dire un philosophe plutôt, qui s'intéresse beaucoup aux problèmes d'éthique. C'est un philosophe allemand, aux problèmes d'éthique en intelligence artificielle. Ça peut aller très loin. Alors quand on le suit jusqu'au bout du raisonnement, il n'y a plus d'homme. Mais quand on regarde ce qu'il est en train de dire, c'est que ces sujets d'éthique, ils vont être essentiels. Et il est essentiel que la recherche publique, et je dis bien la recherche publique, soit extrêmement présente sur ces sujets-là. Je suis désolé, j'aime beaucoup les entreprises, mais les grandes entreprises, alors Google peut se donner une conscience, les GAFA peuvent se donner une conscience, mais il faut quand même faire très attention à ce que cette éthique-là, elle soit aussi cadrée dans des pays, je dirais, très démocratiques, par le travail des chercheurs pour que cette éthique-là soit présente. Voilà, ça c'était tout un contexte où on voit que la formation est importante, mais il ne faut pas oublier un certain nombre d'acteurs qui vont être aussi des formations continues des gens pour changer de travail, que la recherche en IA doit être extrêmement présente, qu'elle est vraiment, comme l'a dit Olivier Festor, il y a la recherche, je veux dire, j'aime pas dire fondamentale, mais il y a une recherche à la base qui doit être là, mais que c'est vraiment un des secteurs pour lequel la pluridisciplinarité et travailler avec les autres est important, et on a des avantages dans des universités fusionnées, mais on a aussi des avantages à travailler de très près avec les entreprises.
Parce que les entreprises, souvent c'est elles qui ont les données, c'est sur elles qu'il faut exercer les apprentissages pour arriver à un objectif. Et puis, alors c'est dommage que Madame Touati est partie, il y a la question des écosystèmes pour laquelle je pense en France, on est en train de faire un progrès énorme et il y a beaucoup de choses dans le domaine du numérique, c'est-à-dire faire des étudiants entreprenants. À l'université, on le fait beaucoup. On le fait beaucoup avec les entreprises, parce que pour faire des étudiants entreprenants, il faut que l'entreprise se rende compte du monde qui est autour d'eux. Parce que la tour d'ivoire que peut représenter la formation, qui a été décrite, elle est vraie aussi. Donc il faut des entreprises, il faut l'écosystème qui est à côté. C'est des start-up, mais ce n'est pas que des start-up. C'est être entreprenant pour aussi s'insérer dans les entreprises et augmenter leur compétitivité. Et là, on a vraiment des très beaux modèles qui se font sur le territoire, parce que c'est une interaction entre l'université, entre les entreprises, entre les lieux. On peut penser, on est à Metz, TCRM, Blida, ce qui s'y fait, et les pépinières et les lieux où il y a des start-up, TCRM, Blida en a un autre, qui croisent à chaque fois quand même le numérique. On trouve le design, on n'y trouve pas encore assez les humanités, parce qu'elles sont importantes, et on y trouve la technologie. Donc, je pense que vous avez posé un certain nombre de choses sur la table qu'il était très difficile de résumer. J'ai simplement voulu dire, et je vais résumer comme ça de manière très rapide, en Europe, je pense que l'Europe, la France, l'Allemagne, un certain nombre de pays sont en train d'investir massivement dans l'IA. Il faut investir dans la recherche, parce que de ce point de vue-là, on peut être garant d'un certain nombre de développements, et il y en a encore beaucoup. Parce que sur les données, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais il y a un chiffre d'un collègue qui s'occupe plutôt des stockages. On produit en une année, je crois, maintenant, un peu plus de données que ce qu'on a produit pendant tout le reste de l'humanité. Donc ça donne quand même quelques... Alors, elles ne sont peut-être pas toutes utiles, hein, mais il y en a quand même pas mal qui sont utiles. Et de ces données-là, c'est quand même de là que se base l'apprentissage. Et puis il y a la formation, en effet, où il y a aussi de l'IA pour l'éducation, il faut le savoir. On regarde les learning analytics, on regarde comment les gens apprennent. Vous regardez le centre de neurologie qui a Neurospin en dessous de Paris, montre comment les enfants apprennent. Et en fait, les enfants, on sait maintenant comment ils apprennent. Il y a aussi un peu d'intelligence artificielle dans l'extraction des résultats qui est pas facile. Et on a toute cette mutation à faire. Donc on va vivre dans un très beau monde, peut-être dans 30 ans. Ce qui est important maintenant, c'est de voir qu'on a y à travailler maintenant et en faisant attention, et je crois que l'actualité le montre, à ne pas créer avec ce nouveau monde plus de fractures qu'il en existe déjà. Et je voulais simplement terminer sur cette note humaniste en remerciant vraiment la qualité de cette table ronde et de celle d'avant parce qu'elle était aussi très intéressante. Merci.